Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors ici Yann et je suis avec Alex. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi, Yann? Super. Alors dans cette vidéo-là, en fait, on veut vous présenter et commenter le tome célestial pour les Caradron Overlords qui vient de sortir dans la dernière édition du White Dwarf. Alors Alex, on a des nouvelles règles pour les Caradrons, qui est ton armée de cœur là, depuis Mhm. longtemps, depuis même la V1 de Age of Sigmar. Alors, pour commencer, en fait, les règles de jeu égal, de match play nous amènent une grande stratégie et trois nouvelles battle tactics. Qu'est-ce que tu en as pensé et peux-tu nous les présenter? Ouais, ben en fait, très souvent dans les tombes célestiales, on a quand même souvent mis ça de côté parce que bon, c'est trop situationnel, c'est pas assez facile à réaliser. Je pense pas que les Caradrons font exception, quoique en tout cas, la grande stratégie m'intrigue. Je vais le dire comme ça. La grande stratégie, en fait, là, qui stipule qu'on doit, à chaque ronde de bataille, utiliser au moins une part de Ether Or, ce qui est vraiment pas difficile à faire. Mais en même temps, la deuxième partie, c'est qu'à la fin de la partie, on ne doit plus avoir de part d'Ether Or à jouer. Ça, c'est la portion un peu difficile. D'un côté, je l'aime pas parce que justement, ça stipule, il y a deux conditions à cette grande stratégie-là. Puis la deuxième, donc celle de finir la bataille avec aucune part d'éther or, ça met de la pression pour les utiliser. Mais je suis curieux parce que ce que j'aime de cette grande stratégie-là, c'est que de un, les Caradrons n'ont pas vraiment une grande stratégie qui est évidente à choisir. Il n'y a pas un choix évident, comme Luminette, par exemple, de choisir Pride Sorcery, que c'est un no-brainer, que ben oui, il va sûrement me rester un sorcier quelque part sur la table. Les Caradrons n'ont pas ce luxe-là d'avoir une assez grande polyvalence ou du moins vraiment un choix clairement défini. Et celui-là, ce que j'aime, c'est que l'adversaire n'a pas du tout son mot à dire sur cette grande stratégie-là. Donc, c'est moi qui dépense mes ressources allègrement comme bon me semble. Je faisais un petit calcul dans ma tête, puis la plupart de mes armées ont entre 8 et 12 parts d'éther art au début de la bataille, dépendamment quel stratopore que j'utilise, quelle liste j'utilise aussi. Et je me rends compte que bien souvent, oui, je n'ai jamais dépensé toutes mes parts d'Ether Art, mais je me rends compte que les utiliser toutes, c'est pas nécessairement difficile. Si je regarde un peu rapidement, là, les unités comme les Arconaut Company, comme les Thunderers, facile. Ça, j'ai jamais fini une partie, je pense, avec une part d'Ether Art sur ces unités-là. Le Ironclad, la frégate, très facile aussi. C'est souvent les premiers que je vais utiliser. Les héros, ça dépend lesquels, mais avec les nouveaux triomphes de guildes que Broken Realms Bellacar nous a apportés, il y a même donc une belle polyvalence et surtout des parts qu'on peut utiliser en phase de héros. Donc ça ouvre d'autres possibilités, sachant que les parts de terre art, c'est une part qu'on peut utiliser par phase. Donc, ça ouvre des possibilités. Ce qui laisse en fait un peu l'unité qui est plus difficile, c'est les gun haulers. Parce que les gun haulers, très souvent, on les joue avec un drill cannon, donc le plus un to wound pour un tir, c'est pas nécessairement notre premier choix. Le Battle Shock, on oublie ça. Et relancer les charges, c'est pas nécessairement des vaisseaux qu'on va vouloir charger avec. Mais je me rends compte, en fait, avec un gun hauler ou n'importe quelle unité, soit dit en passant, tout ce que j'ai à faire, c'est de tenter une charge si je donne 12 pouces. Même si je ne veux pas charger, je peux gaspiller une part d'éther art pour dire que j'en ai dépensé une. Et je me rends compte que finalement, c'est pas si difficile que ça de toutes les utiliser. Donc, présentement, oui, il y a beaucoup de conditions. Donc, ça, je ne n'irai pas. Puis oui, ça fait en sorte qu'il faut garder son œil sur une autre ressource et non de se rendre compte, oups, on est ronde 4, il m'en reste 5 à utiliser, qu'est-ce que je fais? Il faut aussi comprendre que dans le cours de la bataille, on va perdre des unités qui ont des parts de terre art, donc ça va nous faciliter la tâche un petit peu. Mais je suis honnêtement très curieux et je pense que je vais l'utiliser, ne serait-ce que pour voir le degré de difficulté de l'atteindre, cette grande stratégie-là. Moi, ce qui m'allume, c'est le fait justement que l'adversaire n'a pas son mot à dire là-dedans. Donc, je peux pas empêcher, je peux pas déneiger, donc c'est vraiment à moi de garder et d'en dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, ça, c'est un petit peu ma réflexion là-dessus. C'est super intéressant. Je pense que la seule situation, puis tu as raison en fait que ça va être très difficile pour l'adversaire de contrer volontairement, activement cette grande Exact. stratégie-là. La seule situation où je vois que ce serait possible, c'est en fin de partie au tour 5, où il te reste une ou deux unités qui ont une part des terres or. Là, l'adversaire pourrait essayer de les détruire
pour que tu sois ensuite incapable de dépenser, d'utiliser une part des terres or à ton tour 5, puis là, tu rates ta... Mais Par c'est contre, vraiment très et c'est un conditionnel. par ronde. Donc, je peux prendre Par une ronde. part dans le tour adverse. Ah, en effet, OK. Donc, je peux quand même faire ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'avec les triomphes limités, donc, dès que j'ai un jet de Battle Shock à faire, je peux l'utiliser. Mais je suis d'accord. Puis même si c'est dans le tour adverse, par exemple, que je me fais charger ou quoi que ce soit, ben, je peux gaspiller une part pour le plus un Ouais. pour blesser. Mais la charge, effectivement, là, ça n'a pas lieu d'être là, dans le tour adversaire. Mais je suis d'accord avec toi. À moins de te faire tabler Ben, c'est ça. avant la fin du tour 5, c'est très difficile de t'empêcher de réussir ta grande stratégie, là. Et généralement, si je me fais tabler, je pense pas que la grande stratégie, c'est de premier mes soucis. Mais même à ça, si tu te fais tabler au tour 5, tu peux avoir quand même réussi ta grande stratégie, Oui. alors que la plupart des autres grandes stratégies, si tu te fais détruire toutes tes unités, tu as Mhm. automatiquement perdu, Oui, raté ta grande stratégie. Donc, tout c'est un à petit fait. 3 points qu'on peut aller chercher même dans une défaite. Donc, ça, c'est Tout à fait. vraiment intéressant, j'aime bien. Euh, Exact. Si on passe du côté donc des battle tactics, des tactiques de bataille, pardon, on en a 3. Est-ce que tu peux nous les présenter? Puis qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé? ben, tout à fait. Ben, j'ai pas du tout le même optimisme que pour la grande stratégie. Bombing Run, dans le fond, il faut détruire une unité avec les attaques de bombes des Sky Vessels. C'est un jet de dés, c'est D3 blessures mortelles par bateau. Ça arrive là. Euh, je veux dire, c'est à moins qu'une unité demeure à 1 point de vie et que je charge avec 3 gun mathématiquement, je devrais être capable. Mais rendu là, je veux dire, c'est aucunement fiable. Donc, malheureusement, à moins d'être vraiment à court, et c'est dommage parce que les caradrons, il y a plusieurs tactiques de bataille. On n'a pas de monstre à la base. On a quand même plusieurs tactiques qui ne sont pas facilement réalisables. J'aurais aimé ça avoir plus d'options. Bombing Run, par exemple, bien que vraiment cool thématiquement parlant, je vois aucun avantage à l'utiliser. Ouais. Donc, ce que je trouve dommage avec Mobilize the Fleet, en fait, c'est le fait que c'est limité après la première ronde de bataille. Si ça avait été la première ronde de bataille, ou du moins faisable durant cette ronde-là, ben, c'est facile de prendre des héros, des unités, les mettre dehors des bateaux, les faire embarquer. Je comprends. Mais comment les caradrons jouent, tu ne veux pas avoir des unités que normalement tu mets dans un vaisseau et tu ne veux pas attendre une ronde de bataille parce que c'est généralement les unités en garnison qui vont pouvoir faire du travail. Tu ne veux pas te délayer un tour pour 2 points. Donc, malheureusement, juste à cause de ce petit bout de phrase-là en début, je ne pense pas que ça va être faisable. Et je dirais même un peu l'autre aussi, là, Boots on the Ground, donc qui est une tactique de bataille qui veut qu'à la fin du tour, on ait 3 unités qui soient débarquées d'une garnison en zone de déploiement adverse. Ben, je peux la concevoir. S'il y en a une des 3 qui est possible, celle-là est intéressante parce que c'est souvent quelque chose qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut aller profondément en zone adverse, on peut être capable de débarquer des figurines sur des objectifs, prendre des objectifs, je peux le voir. 3 unités, c'est quand même beaucoup. Ouais. Donc, déjà, si on prend la frégate, on oublie ça parce que c'est 10 figurines, puis je veux dire, généralement, on va mettre une unité de Thunderers dedans, puis ça va être tout. Déjà que la frégate n'est pas tant jouée en volet compétitif. Donc, c'est l'Ironclad. L'Ironclad, c'est déjà un 500 points, 490. Donc, et ça prend 3 unités différentes dans l'Ironclad. Généralement, on va mettre le Final Word, le Last Word, comme artefact de bateau. Donc, on va avoir une capacité réduite pour faire un mouvement en altitude. Donc, déjà là, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs limitatifs. Donc, à moins qu'on ait un build, je prends par exemple mon build en Barrack Zone où est-ce que j'ai un gun hauler avec 3 héros différents dedans. Là, ça pourrait se faire. Mais là, ça implique un 450 points que je vais, entre guillemets, sacrifier, à moins que l'opportunité se présente. C'est bien d'avoir cette option-là, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire systématiquement à chaque partie, là. Donc, s'il y avait une des 3 qui est peut-être moins pire, ce serait celle-là, mais encore là, c'est rien d'être un ajout majeur, en fait, pour ouvrir des possibilités. Non, c'est ça. Les caradrons se retrouvent avec un nombre limité de tactiques de bataille qui peuvent réussir cependant très facilement, mais dès qu'elles sont épuisées, ces tactiques de bataille-là, on se retrouve devant rien, là. Tu sais, Tout à fait. détruire une battle line, avoir 2 unités en territoire adverse, Conquer, conquer, c'est des Aggressive trucs Expansion. tout à fait. Fait qu'il y en a 4, 5 qui se font très bien selon les circonstances, mais
Après ça, là, tu sais, Monstrous Takeover, on oublie ça. Il y en a plusieurs donc, qui sont plus difficiles. Le Tombe Célestial nous apporte aussi 2 nouveaux bataillons. Alex, est-ce que tu peux nous les présenter, nous les expliquer? Ouais, ben en fait, là, les joueurs Caradron de la première heure reconnaîtront sans aucun doute les noms et la composition de ces deux bataillons-là parce que ils font et faisaient partie donc des 2 livres Caradron, soit le Iron Sky Attack Squadron, composé de minimalement 2 frégates et 2 unités d'arconautes, et avec l'option d'un troisième groupe similaire. Ça nous donne Expert. Donc, Expert, une fois par bataille, on peut prendre un point de commandement gratuit, dans le fond, pour faire un All-Out Attack ou un All-Out Defense. Euh, et également, on va avoir Swift, donc faire une course, prendre un point de commandement gratuit si on veut, pour faire une course de 6 pouces automatiquement. Euh, c'est bien, c'est des petits bonus qui sont intéressants. À l'attaque, à la défense, c'est des choses qu'on veut utiliser de toute façon. C'est bien. Par contre, la composition me laisse un petit peu déçu. Donc, avoir 2 frégates, c'est pas nécessairement le modèle le plus pertinent en jeu compétitif. Pour 250 points, on n'a pas énormément de punch. Donc, je vois pas nécessairement, je vois pas comment je pourrais l'incorporer à mes listes. Ce bataillon-là coûte au minimum 700 points. 700 points pour pas grand punch. On n'a pas encore de héros. Il nous manque encore une ligne, à moins qu'on joue en baraque Zilfin. Euh, donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui va nécessairement voir le jeu dans des listes compétitives. Le second bataillon, c'est le Grand Stock Escort Wing, un autre bataillon donc, qui existait et qui existe encore dans les livres Caradron. On a une composition qui est beaucoup plus permissive. Obligatoirement, on doit avoir 2 Gunhaulers, une unité de Thunderers, mais on peut avoir en option un troisième Gunhauler, une frégate, un Ironclad et 3 unités de Skywarden. Donc, et ce bataillon-là, dans le fond, nous donne Slayer, une fois par partie, gratuitement. On peut utiliser Alert Attack ou Unleash Hell de façon gratuite. C'est pas triste, c'est pas inintéressant, surtout quand on peut avoir ces bonus-là gratuitement sur un Ironclad, par exemple. Ça peut être bien. Par contre, je pense qu'il y a peut-être d'autres options de bataillons qui sont plus pertinents que ça. Souvent, Caradron, on va avoir un nombre de pauses relativement bas pour être capable d'aller chercher l'initiative, pour dicter un peu le match-up. Là, on va avoir plusieurs pauses. Il n'y a pas de héros inclus là-dedans. On va avoir un nombre de pauses assez élevé pour essentiellement un CP gratuit par partie. Je pense pas que ça vaut nécessairement la peine, honnêtement. Fait que c'est pas des bataillons, je pense, qu'on va voir de façon compétitive dans l'avenir. Tu préconiserais quand même Battle Regiment comme. C'est, encore une fois, ça va dépendre vraiment beaucoup de la composition d'armée. Tu sais, je pense moi, j'aime bien un Battle Regiment supporté par un commandant entourage. Donc, ça fait une armée à 4 pauses, avoir 2 artefacts. On sait que les artefacts Caradron sont très intéressants. Et on est encore verrouillé dans la version 2, si on veut, du jeu au niveau des sous-factions. Donc, d'avoir un artefact qui est imposé, même si la plupart sont très, très bons. Aller chercher un deuxième artefact, c'est bien. Puis même dans un contexte, j'ai une liste justement qui est un Stratopard custom. Je prends tout de même un comme entourage pour me prendre un deuxième artefact à ce niveau-là. Fait que je trouve que ça fait une armée qui va avoir énormément de pauses quand même. Euh, non, j'aime mieux techniquement une armée Caradron avec un Escort Wing pour être au plus bas à 4 pauses, mais j'aime mieux avoir un deuxième artefact que d'avoir un All-Out Attack ou un Shell gratuit de fois par partie. Et on a eu une belle surprise. En fait, l'amiral, l'Arconaut Ouais. Admiral, a eu un nouveau War Scroll. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, Surpris, mais quand même agréablement. En fait, c'était Oui, pas une grande surprise du fait que le War Scroll avait beaucoup de règles qui étaient adaptées pour la V2. Donc, dans tous les héros Caradron, c'est probablement celui qui était vraiment, vraiment moins adapté à la nouvelle réalité de la V3. ouais. Commençons par le début, en fait, qui est quand même pas banal. Ses attaques, autant au niveau du tir que du corps à corps, a gagné 1 point de dommage. Donc, un pistolet qui a 3 tirs, qui fait 2 de dommages, c'est quand même pas rien. Et son marteau, bien sûr, donc, parenthèse, l'amiral est probablement ma figurine préférée de tout le range Caradron. Donc, il passe à dommage 3 flat. C'est quand même pas rien. Je regarde dans ma liste Barakzan, un amiral avec 5 attaques, 3+, 2+, moins 2, 3. C'est quand même pas nécessairement banal.
Donc, je pense que on ne peut pas cracher sur une augmentation du potentiel de dommage de l'unité. Donc, bravo. Euh, donc, qu'est-ce qui a changé en fait? Ben, tout son war scroll a changé. Il n'y a aucune règle, à part une en fait, qui est demeurée inchangée. Tout d'abord, if you want a job done, donc ça, c'est une règle qui existait déjà. Donc, c'était à l'époque, si on relançait les 1 pour toucher, donc là, on comprend que c'est on a un plus 1 pour les attaques. Et ça, donc, c'est les attaques et pas les attaques de mêlée. Donc, ces attaques de tir aussi. Plus 1 pour toucher contre les monstres et les héros. Donc, toujours intéressant dans un méthode de héros. Donc, d'où là, on peut avoir justement un amiral en Barrack Zone, par exemple, qui peut avoir en tout et partout 8 attaques qui touchent au du 2+, avec du rend et qui fait du dommage 2 ou 3. Donc, ça peut être de façon un peu sneaky, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, Oh. oui, j'aime bien. Alex, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu passes de 3 attaques de base à 8 Oui, attaques au total? tout à fait. En fait, lorsqu'on joue en Barrack Zone, l'artefact obligatoire de la sous-faction, c'est le Ethersped Hammer. Et cet artefact-là, tout simplement, nous donne plus 2 attaques de mêlée sur une arme du porteur. Donc là, on passe de son Scalp Hammer à 3 à 5 attaques. Donc, 5 attaques qui, sur un héros, sur un monstre, ou de toute façon, on peut faire à l'autre attaque qui toucherait sur du 2+, blesse sur du 2+, rend de -2, 3 de dommages. Ça commence à faire quand même beaucoup de dommages, là. Donc, pour un héros à 125 points qui est assez tanky, et on va le voir avec sa règle suivante, qui est quand même relativement aussi, ça devient intéressant. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, sa deuxième règle qui a aussi eu, dans le fond, la mise à jour V3, si on veut, c'est la règle Protect the Admiral. On a gagné, on a perdu, parce qu'avant, on avait une immunité au Battle Shock qui le conférait. Tout ça, ce ne l'est plus, c'est plus le cas. Mais par contre, il a gagné. Avant, il avait une règle modifiée, une règle maison de bodyguard sur un 5+. Donc là, on a vu la norme, entre autres avec les Fire Slayers. Cette règle-là est maintenant passée à un 3+. Donc, on peut transférer les blessures sur un 3+, ce qui augmente justement sa tankiness. Donc, voir un amiral dans un Ironclad flanqué d'une garnison de 10 arconautes pour tanker les wounds, ça devient une source intéressante quand même de dommages au corps à corps et ça peut être intéressant à ce niveau-là. Dans les habiletés, en fait, la seule habileté qu'il a conservée, et avant, l'amiral avait 4 habiletés de commandement. Ces habiletés-là de commandement, la première, Master of the Skies, existe encore, c'est-à-dire qu'un Sky Vessel a l'habilité de tirer, même si le vaisseau a couru, qui est une habilité pas tant utilisée considérant le fait qu'on a le vol en altitude. Par contre, c'est quand même intéressant dans certains cas du fait que le vol en altitude a ses limites, c'est-à-dire contre un adversaire qui va faire des écrans, qui va cacher des unités en arrière des écrans, puisqu'on doit atterrir à plus de 9 pouces de l'écran. Et des fois, on n'a pas la portée avec toutes nos armes. Donc, avec un mouvement, un mouvement plus une course, plus tiré, ben là, on est capable peut-être de se rapprocher, de rentrer en dedans de 9 pouces de l'écran pour aller tirer sur tout ce qu'on veut en arrière. Donc, c'est pas inintéressant. Je m'en servais relativement souvent dans mes parties, c'est quand même bien. Mais il a également perdu ses 3 autres aptitudes de commandement, des aptitudes qui étaient, à mon sens, intéressantes. Une qui était vraiment très bonne, c'était relancer les 1 pour toucher sur un Sky Vessel, donc que j'utilisais. Ça s'utilisait super bien en lien avec Alert Attack sur une autre unité. Fait qu'il y avait 2 unités qui avaient des bonus pour toucher. C'est plus là. Il y avait également une habilité, c'est Repel All Borders, qui était tout ce qui est dans la garnison et le Sky Vessel ont plus 1 pour toucher au corps à corps, ce qui n'était pas encore une fois inintéressant avec un amiral. Si on pouvait avoir un Rentlad avec une vingtaine d'arconautes, avec l'amiral, avec l'Android Master à pied, ça commençait à c'est un alert attaque qui bénéficiait à 3-4 unités. Donc, ce n'était pas inintéressant. Et l'autre, qui était peut-être la moins bonne, c'était relancer les charges. Donc, qui pouvait se combiner avec l'habilité standard de relancer les charges, puisque ce n'est pas la même habilité. Donc, pour relancer potentiellement 2 charges dans une ronde. Mais on sait que les caradrons et chargés, ce n'est pas nécessairement la tactique qui est toujours la plus viable. Donc, ce n'est pas une énorme perte en ce sens-là. Mais quand même, quand on perd de la polyvalence, et surtout celle pour le tir, c'est quand même intéressant, c'est quand même quelque chose. Par contre, on a gagné une habilité qui est vraiment intéressante.
Si les héros, dans le fond, dans Broken Realms, Be'lakor, ont gagné des triomphes de guildes, donc les Endrin Masters ont des triomphes, ont 2 triomphes, le navigateur a aussi 2 triomphes, le chemiste aussi 2 triomphes. L'amiral n'a pas eu ce traitement-là. Par contre, il a une nouvelle règle qui s'appelle Ether Powered Munitions. Donc, au début de la bataille, et ça, c'est après que les joueurs ont reçu leur point de commandement pour le début de la partie. On peut voir l'armée adverse, on peut voir le déploiement et on sait qui est joueur 1, qui est joueur 2. On choisit une des 3 munitions pour la partie. C'est pour la partie, mais c'est 3 munitions que c'est à usage unique dans la partie. On a tout d'abord le Blaze Beard and Sons du Drak Hobbler Magbolas. Il faut apprécier les noms donnés par Games Workshop pour tout ce qui est nain. Pour vrai, là, donc ça, chapeau, là. Celui-là, je ne le déteste pas. Ce que je déteste, c'est que c'est sur un dé, sur un 2+, fait il y a une chance de rater, bien sûr. On choisit dans la phase de tir, dans notre phase de tir, un monstre en dedans de 12 pouces. Et sur un 2+, ben, ce modèle-là, lorsqu'il va faire une charge jusqu'à la fin du tour adverse, va charger sur un D6 plutôt que sur 2 D6. C'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est dans ta phase de tir. Donc là, l'adversaire va jouer son tour, va se rapprocher. Par contre, il faut garder en tête que ça se jumelle avec un redeploy sur un Sky Vessel. Donc, je vois très bien un Rentlad s'approcher d'une cible en dedans de 12 pouces. Paf, on va lancer ça sur un 2+. Le tour adverse, le monstre se colle à 3 pouces. Whoop, sur un redeploy, ben, sur un 4+, la charge est impossible. À moins qu'il y ait des bonus, bien entendu, là, mais donc, ça devient amener, ça amène une certaine dimension intéressante qui peut jumeler aussi avec un navigateur pour faire un demi-mouvement, par exemple, qui peut également, pour faire encore plus drôle, qui peut se jumeler en Barak Mornor avec l'artefact Gale for Stave, qui réduit la charge de moitié d'une unité dans la phase de charge adverse. Fait que là, on peut avoir un Rentlad qui se promène et qui peut quand même là, être bien protégé de tout ça. Cumulons ça avec The Last Word comme Endrin Works. Donc, on est rendu avec un Rentlad qui va probablement nier 2 unités de chargée, puis s'il y en a une troisième qui charge, je vais tirer dessus avec mon canon principal, puis après, pour un point de commandement, non, c'est vrai, parce que si je suis un déploy, je ne peux pas le faire. Donc, mais s'il y a une garnison, par exemple, de Thunderers dedans, je pourrais faire également un Unleash Shell avec la garnison. Il y a quand même des options intéressantes avec ça. La deuxième, très situationnelle, mais encore là, on choisit après le déploiement. Donc, si on a un adversaire que ça peut davantage toucher, je pense entre autres aux Fire Slayers, ça peut être bien. Donc, une fois par partie, au début de notre phase de tir, on choisit une unité ennemie en dedans de 12 pouces et on lance un dé sur un 2+. Les ward save, donc les protections, ne peuvent pas être utilisées contre les blessures et les blessures mortelles causées sur l'unité en fait ciblée. Et ça, je pense à des Earthguard Berserker qui ont un 4+, une protection 4+, proche d'un héros, mais seulement une 5+. Puis Nurgle aussi. Et Nurgle également aussi, donc ça peut être vrai, c'est situationnel Ouais. et ça reste sur un 2+, fait que c'est frustrant de dire « Ah, j'ai le bon match-up, je roule un 1 », mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs armes qui carburent avec ces protections-là qu'on peut enlever. Fait que pour une bonne phase de tir bien sentie, et ce n'est pas nécessairement les attaques qui viennent de la cible, c'est toutes les attaques qui ciblent cette unité-là. Fait que si on veut vraiment, exemple, tuer un grand immonde, ben, très certainement, on combine ça avec un flare pistol pour que toutes nos unités qui tirent relancent leur jet pour toucher. On annule la protection. Là, soudainement, on est rendu quand même avec une façon intéressante de négocier là, certaines unités. C'est bon contre un Stonehorn, c'est bon contre les idonettes qui peuvent se donner une protection à 5+ de 2 ou 3 différentes manières. Fait que dans le méta, je trouve que c'est un bel outil à avoir. Oui, tout à fait. Puis, et encore là, c'est un choix qu'on fait pas au début, pas quand on fait la liste, mais une fois la partie, en fait, une fois le déploiement fait. Donc, on peut vraiment s'ajuster en fonction de l'adversaire. Mais moi, j'adore avoir des options. Donc, clairement, ça, c'est un autre outil de plus qu'on peut avoir et qui vient un peu contrer là, le safe stacking ou les protections qui sont de plus en plus présentes. C'est intéressant. Et le dernier, je pense, celui qui va avoir le plus de jeux, en fait, de par sa polyvalence et du fait que ça se fait automatiquement, c'est les Grudge Breaker Rounds. Donc, c'est une fois par partie.
au début de la phase de tir, on choisit une unité de caradron complètement dans le 12 pouces du porteur qui n'est pas un vaisseau. Et pour dans le fond, jusqu'à la fin de cette phase-là, on augmente le rend de 1, la perforation des armes de tir de cette unité-là par 1. Et bien sûr, on peut pas dupliquer si on a plus qu'un amiral. On ne peut pas donc avoir 2 fois le même bonus, ça va de soi. Donc, déjà, augmenter le rend de 1, c'est vraiment intéressant. C'est une des grosses critiques des caradrons. On dit, ouais, on n'a pas beaucoup de blessures mortelles, puis le rend n'est pas si bon que ça maintenant avec le safe stacking. Fait que sur une unité de Thunderers de 15 à Barak Nord, par exemple, ça peut valoir la peine. Personnellement, j'irais avec une unité potentiellement de 9 Endrin Riggers dans un custom Skyport qui peuvent courir et tirer avec 6 pistoles puis 3 volley guns. Donc, ça fait 18, ça fait 36 tirs qui peuvent potentiellement être sur un 3+ avec Alert Attack, qui peuvent relancer leur jet pour toucher avec le Flare Pistol sur la cible bien sentie, qui, avec un Custom Skyport ou en baraque urbase, peuvent avoir une part de Ether Gold, donc plus 1 pour blesser, moins 2 de rend. Là, on commence à avoir quand même beaucoup de couches de règles qui viennent fidéliser énormément. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait peut-être voir justement un build avec 2 amiraux. Donc, un qui a le Celestium Burst Grenade, donc il pourrait enlever une protection. Tantôt, on mentionnait le Grand Immonde, donc pour enlever sa protection. Et après ça, on va tirer avec une unité avec 36 tirs, 3+ relance pour toucher avec le Flare Pistol, 3+ pour blesser, moins 2 de rend, 1 de dommage. Ben, le Grand Immonde, on va le coucher, là. Donc, il y a des choses à faire, mais de là à prendre 2 amiraux, c'est sûr que là, c'est quand même 250 points, mais ça peut valoir la peine si on peut coucher une figurine de cette envergure-là. En gros, je pense que c'est une très belle mise à jour du War Scroll. J'aime beaucoup déjà l'amiral. Il est dans la plupart de mes listes. Et je pense que je vais probablement retweaker un petit peu ma liste en Barrack Zone pour l'inclure davantage. Donc, oui, je suis quand même très satisfait de cette mise à jour-là. Oui, il en donne beaucoup, je trouve, pour 125 points seulement. Ouais. Ça reste un héros qui n'est pas cher, donc vraiment, wow, bravo. Le seul hic là-dedans, c'est que les artefacts, entre autres, un trait de command sur le Barrack Zilfin, entre autres, qui carburaient sur les habilités, qui redonnaient des points de commandement Ouais. lorsque l'amiral prenait une habilité de commandement de son War Scroll. Là, maintenant, c'est des artefacts et c'est des traits de commandement qui sont un petit peu désuets. Mais bon, je pense que c'est un bon compromis quand même. Qui était déjà très, très peu joué, soit dit en passant. Fait que c'est pas, mais c'est ça, ça enlève des options. Mais... Puis Alex, quel impact va avoir ce tombe célestial-là sur la manière de jouer les caradrons, puis peut-être sur leurs forces relatives là, dans le méta? Aucun impact. En fait, ils vont rester exactement où est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire une faction qui autant peut faire du 4-1 qu'ils peuvent faire du 1-4. Ouais. Je veux dire, ça ne vient pas bouleverser le méta. Puis ça, c'est un petit peu ma déception. Quoique ça reste un tombe célestial, il ne faut pas avoir trop d'attente non plus. Ce que je reproche, puis j'en parlais un petit peu tantôt quand je disais que bon, les caradons, des règles ne sont pas claires, ça aurait été l'opportunité parfaite pour clarifier les règles de débarquement de Sky Vessel qui sont toujours contestées partout. Donc, ça va dépendre vraiment comment le TO juge ça. Ça ne fait rien pour aider les caradrons au niveau de la prise d'objectif. Ça n'aide pas non plus les caradrons à est-ce qu'on a le droit, si on prend un enhancement additionnel, parce que les Endrin Works ne sont pas des mount traits. Donc, présentement, la seule façon d'avoir des Endrin Works de plus, c'est de jouer Barak Zilfin. Donc, il nous permet d'avoir des Endrin Works supplémentaires. Donc là, on n'a pas cette clarté-là non plus. Fait que je trouve que c'est une opportunité manquée d'adresser les lacunes. On le voit avec le Ren, avec l'amiral, c'est bien. On a une belle possibilité. Mais j'aurais aimé peut-être, ne serait-ce que s'attaquer au principal de l'alliance des joueurs caradrons, c'est-à-dire les Engine Works, est-ce qu'on peut en prendre avec des enhancements? L'arrêt de débarquement, comment ça fonctionne? Comment on peut améliorer la prise d'objectif? Ça aurait été quoi de dire, une petite règle, les Sky Vessels comptent pour leur nombre de points de vie ou les garnisons comptent comme pour compléter l'objectif. C'est toutes les choses qui font en sorte que les caradrons, soit que c'est pas clair, soit qu'ils peuvent en arracher au niveau compétitif et on n'a pas adressé ça. Donc, pour moi, vu qu'on n'a pas adressé ça, je ne peux pas bouger les caradrons plus haut, plus bas, ça reste au beau fixe. Ouais.
On va leur souhaiter surtout un Battle Tome dans les prochains mois. On sait que ce ne sera pas d'ici cet été, ça c'est certain, mais on peut toujours croiser les doigts pour l'automne, peut-être, ou les mois Ouais. prochains. Moi, je suis pas aussi optimiste que toi. Avec un tombe célestial tardif, je m'attends à un Battle Tome tardif aussi. Ouais, je suis d'accord. Probablement plus en mi ou fin de vie de V3, malheureusement. Et voilà. C'est la vie. Oui. Alex, merci beaucoup pour cette analyse. Donc, si Merci à vous toi. avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air, à nous laisser un commentaire sous la vidéo. On lit et on répond à tous vos commentaires. Et sur ce, bon wargaming!